qui, après avoir complété un baccalauréat en français et en allemand et une maîtrise en études françaises aux États-Unis, est arrivé à Montréal. Il est maintenant étudiant de 3e cycle à l'université McGill dans le département de littérature de langue française, de traduction et de création. Il écrit une thèse sur le journal intime fictif et l'évolution du genre romanesque au tournant du siècle. Il s'intéresse à l'identité narrative dans le récit du soi. Et aujourd'hui, il va nous présenter le plurilinguisme littéraire d'Oscar Wilde, enjeux littéraires et politiques. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes réflexions sur Oscar Wilde, qui fait partie de ce groupe d'écrivains anglophones qui ont choisi d'écrire une partie de leur œuvre en français, littéralement de vivre dans les mots des autres. C'est peut-être une interprétation un peu trop littérale, mais voilà. Et en effet, c'est une figure à laquelle je m'intéresse depuis longtemps, non parce que ça a à voir avec mon projet de thèse ou mes entrées de recherche, il n'y a pas forcément de rapport là, mais plutôt au niveau personnel, parce que je me reconnais moi-même dans ce choix, et donc c'est ce choix-là que je voulais un peu explorer aujourd'hui avec vous. Dans le monde anglophone, Salomé, pièce de théâtre en un acte, ne fait pas partie des œuvres canoniques d'Oscar Wilde. La seule et unique œuvre de Wilde écrite en français, Salomé raconte l'histoire de la mort de Saint Jean-Baptiste à la main du roi Hérode, mettant en avant la figure énigmatique de Salomé, princesse de Judée, personnage à peine mentionné dans l'histoire biblique originale. Donc, en dépit du scandale public autour des thèmes érotiques, nécrophiliques, incestueux et homosexuels de la pièce, ou justement grâce à celui-ci, Salomé est d'une grande pertinence pour ceux qui s'intéressent à la façon dont Wilde a formulé sa philosophie de l'art. Donc, tout en situant Salomé dans le contexte des enjeux linguistiques du XIXe siècle, je vous propose dans cette communication d'explorer le choix de Wilde d'écrire la pièce en français comme une sorte de revendication de ses principes esthétiques et politiques, deux choses pour lui parfois qui sont indistinguables. Dans le cadre théorique de la littérature polyglotte proposée par Leonard Foster dans son ouvrage classique The Poet's Tongue, j'aimerais démontrer qu'en raison des circonstances historiques, linguistiques et personnelles autour de sa production, Salomé représente une prise de position politique seulement réalisable par un écrivain polyglotte. Ce n'est pas avant la naissance de l'État-nation en Europe au XIXe siècle que le choix d'une langue d'écriture commence réellement à acquérir un poids idéologique important, ce qui contraste avec les attitudes plus neutres du Moyen-Âge et de l'ère baroque. L'historien tchèque Miroslav Hroš explique l'importance primordiale de la langue dans la formation des États-nations ainsi. Selon lui, the nation-forming process usually had their own linguistic and ethnic component, whether a vernacular which sought a road to codification, or the rationalistic linguistic unification of state territory. Linguistic homogenization was anyway a process that ran in parallel with the formation of modern nations, where both processes often penetrated each other and also clashed. The cult of folk customs and folk art, which is usually linked with Romanticism, was often strikingly employed here. Hroš fait allusion ici à l'importance de la littérature nationale pour la formation des nations en citant le culte de langage des romantiques. Selon Leonard Foster, the Romantics had discovered that languages had souls, that each language, nay each dialect, was unique and characteristic, and this discovery had been utilized by the rising forces of nationalism. Alors, la langue, l'art et la politique étaient donc plus interconnectés que jamais. Le français n'est pas bien évidemment l'exception à cette règle. Les forces de centralisation linguistique déclenchées par François Ier, le cardinal de Richelieu, l'ordonnance de Villers-Cotterêts et la création de l'Académie française, atteignant leur apogée au XIXe siècle, avaient créé une âme nationale pour la France en tant que grande puissance mondiale. C'est dans cette Europe ébranlée par des tensions nationalistes que naît Oscar Wilde en 1854, quelques ans après les révolutions de 1948 et en plein milieu de la guerre de Crimée. À peine 39 ans plus tard, a publié Salomé, une œuvre résolument française écrite par un littéraire anglais réputé, quoique controversé, dans des conditions quelque peu plus calmes. La réaction politique de la période de l'ordre de l'impérialisme se caractérise par la compétition sur le continent entre la France et l'Allemagne, engendrée par la perte de l'Alsace-Lorraine, et par la compétition internationale entre les grands pouvoirs européens pour des colonies et des ressources. L'historien anglais T.J. Ott considère que les relations entre la France et le Royaume-Uni pendant cette période furent complexes et ambiguës. Selon lui, Paris and London were in frequent dispute over such diverse matters, such as fishing rights on the Great Bank of Newfoundland, strips of sand in West Africa, control over the headwaters of the Nile or the Mekong Valley in Siam, and the dynamic between these conflicting interests and concerns shaped Franco-British relations in that period. Cette période se termine en 1904 par une alliance franco-britannique scellée par l'entente européenne.
Dans le Poetstown, Forster mentionne Wilde tout particulièrement démontrant le changement radical des attitudes du public qui avait commencé à voir le choix d'une langue comme une langue d'écriture comme un choix politiquement motivé. Selon Forster, in 1784, William Beckford wrote his Oriental fantasy Vathek in French. No one thought there was anything odd in an English merchant turned country gentleman writing a novel in French. However, in 1894, qui était la date de publication de Salomé au Royaume-Uni, Oscar Wilde wrote Salomé in French. This was thought to be a scandal. Alors, ma question s'ensuit naturellement. Qu'est-ce qui a motivé Wilde à écrire Salomé en français en dépit du nationalisme linguistique et en dépit du scandale dont il savait sans doute qu'il allait survenir? Une réponse commence à s'esquisser lorsqu'on considère les liens étroits que Wilde a avec l'avant-garde littéraire parisienne et avec la langue française en général d'une manière très profonde et très personnelle. Dans un article baptisant Wilde écrivain français, Jacques de Ricamont poursuit que la francophilie de ce dernier s'ancre tout d'abord dans des souvenirs de jeunesse, car il séjournait en France dès son adolescence où sa mère l'initia au charme d'un pays dont il raffolait. Emily Hill cite une des remarques inflammatoires qu'a prononcé Wilde au sujet de sa francophilie. To me, there are only two languages in the world, French and Greek. I am not an Englishman. I'm an Irishman, which is quite another thing. Ainsi peut-on constater que pour Oscar Wilde, dans une partie, le fait d'écrire Salomé en français en dépit du nationalisme linguistique relève d'une sorte d'insouciance et de désinvolture calculée face à ces questions de langue et de nation et d'une détermination générale à se construire une identité comme irlandais, une européenne, une cosmopolite plutôt qu'en anglais. Cette proposition devient d'autant plus convaincante lorsqu'on considère que Wilde a vécu une vie qu'on ne peut appeler que remarquablement cosmopolite, au croisement non seulement de plusieurs pays et de plusieurs identités, mais aussi de plusieurs traditions littéraires. L'influence de Wilde sur ses contemporains et ses successeurs français a été majeure. On peut citer comme exemple Jean Lorrain, Marshall Schwab, Pierre-Louis, André Gide et Jean Cocteau. La forme la plus concrète et marquante de cette influence se trouve sans doute dans sa formulation d'une philosophie esthétique prenant le triomphe de l'illusion sur la réalité et de la liberté absolue de l'imagination qui fut adoptée non seulement par l'Aesthetic School anglaise, mais aussi par les mouvements décadents et symbolistes en France. Ces mouvements, à leur tour, comme on le sait, continueraient à influencer l'évolution de la littérature française au cours du XXe siècle. Dans son étude consacrée à l'histoire du mouvement décadent, Jean Pirot va nommer Wilde comme un des deux grands théoriciens de la décadence, grâce à l'impact du temps qu'il a passé après au début des années 1890. Moi, je soutiens que les facteurs mentionnés ci-dessus, l'amour et l'affinité de Wilde pour la France depuis son enfance, l'influence de Wilde sur la tradition littéraire française, l'ambiguïté des relations franco-britanniques à la fin du XIXe siècle et tout particulièrement la notion de la langue comme une âme nationale, convergent dans la production de Salomé pour faire de la pièce non seulement une œuvre d'un grand mérite esthétique, mais aussi une déclaration politique seulement réalisable par un écrivain polyglotte. Il est pertinent de noter que cette conclusion n'est que la suite logique du constat que pour les nouveaux États-nations, une langue partagée était la fondation d'une sphère publique partagée, c'est-à-dire l'existence même de la nation. C'est l'importance croissante de la langue dans la formation d'une identité nationale qui a fait que le choix que les poètes médiévaux faisaient à la légère a acquis une importance primordiale au XIXe siècle, permettant à Wilde de prendre une position politique simplement en choisissant sa langue d'écriture. Dans le cas de Wilde, s'agit-il d'un rejet total de l'Angleterre ou d'une sorte de déclaration d'allégeance pour la France? Bien que ses propos à ce sujet soient infusés de son ironie coutumière, parfois cela semble être le cas. Emily Hill cite encore une autre de ses remarques inflammatoires dans la Pall Mall Gazette, un journal anglais, anticipant la censure probable de la pièce. Il menace de quitter l'Angleterre et aller en France. Je cite, I will take out letters of naturalization. I will not consent to call myself a citizen of a country that shows such narrow-mindedness in its artistic judgments. Ce qui est particulièrement pertinent pour mon étude de Wilde comme écrivain polyglotte, c'est qu'une grande partie de son conflit avec l'Angleterre est dans cette veine, c'est-à-dire concernant soit la censure, soit la presse anglaise. En réalité, Wilde lutte contre ce qu'il perçoit comme les affronts de la censure anglaise dès le tout début de sa carrière. Il prétend par exemple que sa première pièce de théâtre, Vera la nihiliste, a été censurée à cause de ses thèmes révolutionnaires. Cependant, la question de Oscar Wilde et de la censure est sans doute la plus explosive et controversée dans le cas de Salomé. Dans un article paru dans le Wildian, Simon Wilson explique la réaction indignée de Edward Piggott,
Examiner Plays Royale, donc celui chargé avec la censure du théâtre, a Salomé, une réaction que Wilde lui-même appelle ridicule. Donc je cite, "The production was of course banned. The stated reason for refusal was the rule forbidding the representation of biblical characters on the public stage, but as we see, the censors were unsurprisingly alarmed by the not merely sexual but sexually transgressive, incest and necrophilia aspects of the play. Pigott might also have been alarmed by the presentation of Salome as a powerful woman who bargains on equal terms, not merely with the man, but with the king for what she wants." But what Pigott clearly did get was that Wilde had twisted the Bible story to make it particularly explosive in the context of the Victorian anxiety about sexuality and the liberation of women. Ce qui est particulièrement intéressant dans la réaction à Salomé, c'est que, exactement comme Leonard Forster le suggère, l'ouvrage du public face à la pièce inclut un élément explicitement linguistique. Wilson cite par exemple une lettre privée de Pigott à son ami Spencer Ponsonby, le Lord Chamberlain's Comptroller, à propos de la pièce. Je cite, "The piece is written in French, half biblical, half pornographic, by Oscar Wilde himself. Imagine the average British public's reception of it." Je pense que ici cela vaut la peine de souligner la juxtaposition intéressante créée par la proposition half biblical, half pornographic. On doit supposer qu'elle est censée faire référence au style de la pièce et pas d'autres interprétations convaincantes. Pourtant, la fait qu'elle suive directement le mot French suggère presque que c'est la langue française elle-même qui est ni biblique ni pornographique. Également importante est la référence aux sensibilités morales du public anglais. Imagine the average British public's reception, qui évoque la notion d'une sorte de average Englishman mythique qui n'est pas contaminé par la langue et la corruption provenant de l'autre côté de la Manche. Ancrée dans les principes de sa philosophie esthétique, la réaction de Wilde à cette lettre est éclairante à son tour. Il déclare dramatiquement dans un entretien dans le Palmer Budget, "I shall publish Salome. No one has the right to interfere with me, and no one shall interfere with me. The people who are injured are the actors. The art that is vilified is the art of acting. I hold that this is as fine as any other art, and to refuse it to treat great and noble subjects is an insult to the stage." L'emploi d'un langage idéologiquement chargé est en cela intéressant. Il est clair que Wilde voit la censure comme une attaque contre l'art lui-même. Dans une certaine mesure, le champ de bataille idéologique ici n'est pas séparable du champ de bataille linguistique. C'est exactement ce que Pigott suggère dans sa lettre au Lord Chamberlain en confondant la langue française avec la soi-disant impudence de la pièce. Pour revenir à la question originale, pourquoi Oscar Wilde a-t-il choisi d'écrire Salomé en français? Je crois qu'on peut dire avec certitude que cette question de langue est aussi une question de valeur, à savoir les valeurs de Wilde concernant la liberté artistique. Comme René Grutman le dit à propos de l'écrivain diglossique, je cite, "Les langues ne sont pas des simples outils de communication, des véhicules de la pensée, mais des représentations symboliques chargées de valeur. En choisissant sa langue, l'écrivain choisit ses valeurs." Ainsi, je conclus que Wilde s'est servi du nationalisme linguistique du XIXe siècle pour affirmer sa philosophie esthétique, en choisissant d'écrire le texte le plus controversé et scandaleux de son œuvre dans une langue également controversée et scandaleuse. Aux yeux du soi-disant average British public, Wilde prend une position radicale en faveur de la liberté absolue de l'art et de l'artiste. De là, la vraie signification de sa déclaration dans The Palmer Budget, "For me, there is no censorship."